Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 29e édition du Geneva International Film Festival. Vous êtes là pour assister à la masterclass de Jean-Michel Jarre. Ces masterclass qu'on propose dans le cadre de notre festival, c'est l'occasion d'entendre des artistes exceptionnels, de pouvoir aussi mieux connaître les arcanes de la création et puis aussi d'interagir, ce qui est une occasion très très rare. Et là, je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir aussi discuter, poser des questions avec une des personnalités les plus exceptionnelles du monde musical et du monde audiovisuel. Donc on a vraiment une très grande émotion ce soir de pouvoir présenter cette masterclass. Elle est liée au prix Film and Beyond qui sera donné demain soir dans le cadre de la Nuit numérique. Ce prix, il existe depuis 2015 et il a été donné à plusieurs personnalités, comme le réalisateur coréen Park Chan-wook. L'année dernière, on l'a donné à Alexandre Astier, Riyad Sattouf, une pléiade d'artistes qui nous ont vraiment, qu'on respecte, qu'on admire et qui ont vraiment une production artistique très impactante. Mais je crois qu'on peut faire la remarque qu'avec Jean-Michel Jarre, on touche vraiment à quelque chose de très lié avec ce terme de beyond, ce terme d'au-delà. Parce qu'en plus du fait que ce soit un musicien virtuose, qu'il ait acquis une exceptionnelle popularité avec sa musique qu'on aime beaucoup, je crois qu'on peut souligner qu'il a... en filigrane de toute sa carrière, véritablement créer cette notion de création de monde, cette notion d'immersion qui nous est tellement chère ici au GIF. Vous allez le voir le long de la masterclass, les albums concept, des concerts d'une taille très fascinante dans des lieux qui sont extrêmement symboliques, des concerts accessibles en ligne mais qui sont aussi accessibles sur des plateformes sociales en réalité virtuelle et plus récemment une collaboration qu'on présente dans le cadre de ce festival avec l'artiste taïwanais Xin-Chen Huang qui s'appelle The I and I, qui est une œuvre immersive, qui est une odyssée sur l'histoire du contrôle social et qui est une œuvre absolument fascinante que vous pouvez découvrir encore jusqu'à la fin du festival. Donc pour toutes ces raisons, je suis vraiment extrêmement ravie et je vais vous demander d'accueillir très très chaleureusement notre invité de marque, Jean-Michel Jarre, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et donc, cette masterclass sera menée par Pierre-Philippe Kader, que je vais appeler aussi sur scène. Pierre-Philippe, on se réjouit de t'accueillir aussi. J'étais en train de boire un verre d'eau, désolé. Ben, je vous souhaite un très bon moment. Et merci beaucoup. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Cette masterclass est enregistrée grâce à Fred Facio, qui est plus bas en régie. Il n'est pas seul. Ce sera donc diffusé à la radio dans l'émission Vertigo, sur la première, ce jeudi. Et puis, c'est filmé. Vous pourrez retrouver cette masterclass sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas exactement quand. Ce n'est pas du tout ma partie, la vidéo. Nous, on fait plutôt de la radio. Et vous aurez également l'occasion de poser des questions à Jean-Michel Jarre, après qu'on aura parcouru votre longue et fructueuse carrière. Alors c'est très compliqué de démarrer cette masterclass avec vous parce qu'en fait il faut commencer par le tout début de votre carrière, Jean-Michel Jarre. On va remonter à votre enfance, si vous le voulez bien. Une enfance qu'on peut explorer dans ce livre. J'en profite pour le signaler, c'est votre autobiographie. Ça s'appelle Mélancolique Rodéo. C'est paru en 2019 chez Robert Laffont. Et il y a tout dans ce livre. C'est une bible, c'est une mine. Et ce sera évidemment complémentaire, et même plus, avec cette masterclass. On va commencer par le commencement et la raison de votre présence ici. C'est, vous l'avez entendu tout à l'heure, ce film immersif en première mondiale au GIF, The I and I, en collaboration donc avec ce réalisateur taïwanais qui s'appelle Xin-Chen Huang. Et donc c'est un film de 40 minutes qui nous emmène dans un système carcéral, coercitif, numérique,
numérique qui pose la question du contrôle exercé dans nos sociétés. Et ce n'est pas simplement en Chine, c'est aussi ailleurs. C'est à voir à la Maison des Arts de Grütli à Genève grâce à de nombreuses séquences quotidiennes, et c'est jusqu'au 12 novembre. Et puis, il y a la parution depuis quelques jours de Oxymore Works, qui succède à Oxymore. C'est votre 23e album studio, si mes comptes sont justes. Sans doute. Sans doute. Un album en son binaural. Vous nous expliquerez ce que c'est, avec de nombreuses collaborations. On peut citer quelques noms. Martin Gore, Brian Eno, Armin van Buuren, Nina Kravitz, Irénée Dresel, French 79. Donc cet album succède à Oxymore, sorti l'an passé, qui était un hommage à Pierre Henry, compositeur extrêmement important dans l'histoire de la musique et de la musique électroacoustique en particulier, un pionnier dont vous avez pu utiliser certains sons pour cet album Oxymore. Dans votre parcours, il y a également des chansons écrites, et on les connaît toutes, ces chansons pour Christophe ou encore Patrick Juvet, des compositions qui vont faire l'événement plus tard, comme Oxygène, votre 3e album studio, qui sera vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Il se murmure, mais c'est vrai puisque c'est dans votre livre, que Elton John, vous l'avez surpris sur les Champs-Élysées avec une dizaine d'exemplaires de votre vinyle sous le bras. Et Paul McCartney, rien que ça, vous a confié que lors d'une tournée américaine avec les Wings, il écoutait votre disque, vos disques, en boucle, à fond, aux grandes dames des autres membres de son groupe de l'époque, les Wings. Mais à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je recitais Oxygène, qu'on vous cite tout le temps, mais c'est que rien ne sera comme avant à partir de ce moment-là. Dans votre parcours, tout va changer. Vous allez faire sortir la musique des salles pour la faire vivre en extérieur. Ce sera l'occasion de créer ces méga concerts. Les lieux qui les ont accueillis s'en souviennent encore. On pourrait citer Paris, la Chine, Houston, Lyon, Le Caire, Moscou. Des concerts qui ont rassemblé parfois plus de 2 millions de personnes. Et puis vous signez également l'habillage de nos collègues de France Info depuis 2016, un habillage trimédia, radio, télé, web, et la signature sonore également des véhicules électriques de Renault. Il y a une séquence très amusante où on vous voit réfléchir au son que doit produire une voiture électrique, et c'est vrai que ces sons sont assez captivants. On va plonger dans vos racines familiales, c'est très important aussi pour vous. Votre mère, a commencé par elle, France Peugeot, résistante, arrêtée 3 fois, déportée. Elle va rencontrer votre père à son retour des captivités. Votre père, c'est Maurice Jarre, compositeur de musique de film 3 fois oscarisé, pour 3 films avec David Lean, Laurence d'Arabie, Docteur Jivago, La Route des Indes. Un père que vous n'avez pas beaucoup connu puisqu'il a quitté votre mère lorsque vous aviez 5 ans. Vous le reverrez des années après. Une relation très épisodique. Un homme très important dans votre vie, c'est votre grand-père également. Inventeur lyonnais, ingénieur à l'origine d'une des premières consoles de mixage. Inventeur également du Tepaz. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Tepaz, dans la salle ? Non, c'est un électrophone portatif, c'est l'ancêtre du Walkman et de l'iPod. C'est-à-dire qu'on emmenait une valise avec un électrophone et des haut-parleurs et ses disques, et on pouvait les écouter absolument n'importe où. Ça a été un énorme succès mondial dans les années 50 et 60. Et puis, on arrive à 1968, vous finissez votre licence de lettres, vous quittez le conservatoire, vous avez joué du rock dans un groupe, et vous intégrez le groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer, et là, vous êtes avec un pionnier de la musique électro-acoustique. Quelques années plus tard, il y aura la rencontre avec Francis Dreyfus, son label Motors, la rencontre avec Christophe, la rencontre avec Patrick Juvet, Les mots bleus, Où sont les femmes, Les paradis perdus. Et puis, votre premier album, Oxygène, je le disais, qui a été le déclencheur de la carrière que l'on vous connaît aujourd'hui. Dans votre biographie, il y a une phrase qui m'a frappé. Vous dites « J'ignorais tout de ma destination, sinon que je voulais emprunter un chemin inédit ». Alors, où est ce chemin aujourd'hui et où est-il ? Et où êtes-vous, Jean-Michel Jarre ? Alors d'abord, je suis impressionné par le sens de la synthèse que vous avez pu, qu'il a pu développer devant nous, puisque j'étais un peu de votre côté, un spectateur ou auditeur en écoutant ce qui vient d'être dit. Et effectivement, tout ça est tout à fait juste. Je crois que ce qui est le moteur de n'importe quel artiste, mais en tout cas le mien, c'est la curiosité. Et c'est finalement ça, le fait, à une époque où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, où on a peur justement de se dire qu'on puisse être remplacé par des machines, il y a une chose qu'on ne remplacera pas, c'est justement la curiosité. C'est le fait que une idée musicale, au fond, puisqu'on parle d'inédit, c'est quelque chose d'inédit qui vous vient. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné,
eh bien, on parle de l'intelligence artificielle en disant que l'intelligence artificielle, le système, c'est qu'il y a un algorithme qui moissonne finalement ce qu'on appelle le big data. Au fond, une idée qui arrive d'inattendue et inédite, pour vous en tout cas, c'est finalement la résultante de quelque chose qui s'est fait dans votre cerveau, dans votre cœur, si j'ose dire, d'une moisson, d'un moissonnage dans votre propre analogue, notre propre data analogique, c'est-à-dire vos souvenirs, votre vie, votre culture, vos amis, tout ce qui fait votre environnement et votre ADN sur le plan des émotions. Et finalement, c'est finalement cette quête-là et cette recherche-là qui, moi, m'a toujours fait avancer avec le fait de me sentir comme aujourd'hui au GIF où je présente quelque chose de très particulier avec cet grand artiste Cynthia Huang, grand artiste chinois de la VR, de la réalité virtuelle, de me sentir comme un débutant. Je ne suis pas du tout dans la nostalgie. Une fois que les choses sont faites, elles sont faites. Je les respecte, mais d'une certaine manière, elles m'intéressent moins. Elles m'appartiennent moins aussi parce qu'elles appartiennent souvent plus au public qu'à moi-même. Et finalement, je suis plus intéressé par le présent, pas nécessairement le futur, mais par le présent que par ce qui a été, ce que j'ai déjà accompli. Cette curiosité, est-ce qu'on peut la retrouver dans votre enfance où vous jouiez déjà enfant avec des magnétophones à bande? Vous étiez déjà dans l'exploration? Oui, vous avez évoqué brièvement mon grand-père, qui est une figure, comme vous l'avez dit, puisque mon père était assez absent pendant mon enfance et mon adolescence, et même toute ma vie. La figure paternelle dans mon enfance, c'est mon grand-père, qui était un homme effectivement assez extraordinaire, qui était à la fois musicien et ingénieur, qui jouait du hautbois, qui a effectivement, comme vous l'avez rappelé, inventé l'ancêtre de l'iPod, mais aussi une des premières consoles de mixage, et qui m'a offert, pour mes 10 ans, un magnétophone d'occasion, un magnétophone allemand, Grundig, et qui était déjà un monstre pour un adulte, mais alors pour un enfant, c'était un truc que je ne pouvais même pas soulever, vraiment. Mais je suis devenu totalement obsédé avec ce magnétophone, et j'enregistrais absolument tout. Et puis un jour, j'ai passé la bande à l'envers, j'ai cru qu'il y avait des aliens qui me parlaient, et ça a commencé j'ai commencé donc du coup je jouais dans un petit groupe de rock, comme vous le rappeliez à cette époque-là, j'avais genre 13-14 ans, et en fait, j'ai commencé à trafiquer tous mes sons de guitare, tous les sons qui passaient, qui étaient dans le groupe. Et puis un jour, le batteur, qui était le fils d'un musicologue et d'un journaliste musical à Radio France, enfin à l'époque c'était l'ORTF, me dit, tu sais, il y a des gens qui font un peu ce que tu fais avec des magnétophones, là, qui s'appelle le GRM, le groupe de recherche musicale, il faudrait que tu y ailles. Et donc j'y suis allé là, et effectivement, je suis tombé dans la potion magique, si j'ose dire, de la musique électroacoustique, grâce à Pierre Schaeffer et Pierre-Henry aussi, qui sont pour moi les deux pionniers on aura l'occasion sans doute d'y revenir, mais de la musique électronique ou de la musique telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que, au fond, pour la première fois, des gens comme Pierre Schaeffer, comme Pierre-Henry, se disait on peut avoir finalement une approche tout à fait différente dans la composition musicale, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler et de composer à partir de sons orchestraux, de travailler avec tous les sons de la nature et de les intégrer aux sons d'orchestre, aux sons que nous connaissons. C'est-à-dire de mélanger le son d'un oiseau avec une clarinette ou le son d'un moteur avec des percussions. Et cette manière tout à fait iconoclaste et surréaliste, autre mouvement français d'ailleurs, finalement, a généré la manière dont aujourd'hui on fait de la musique, quel que soit le genre de musique qu'on fasse, c'est-à-dire le fait d'intégrer des bruits, des sons avec les sons orchestraux, je dirais, plus traditionnels. Il faut bien comprendre qu'à l'époque où vous rencontrez Pierre Schaeffer et à l'époque où Pierre-Henry et Pierre Schaeffer, les deux Pierre, comme vous les appelez, travaillent au sein du GRM et font leur recherche musicale, on ne parle que de musique en termes de solfège. Il n'est pas question d'utiliser les sons de la nature, il n'est pas question de frapper un mur, de gratter une cuillère ou d'expérimenter pour produire de la musique. C'est une véritable révolution. Et ce qui est assez amusant, et vous le soulignez encore, c'est que c'est une musique continentale franco-allemande par excellence quelque part. Comment expliquez-vous le fait que cette musique-là, à l'inverse du rock qui vient des États-Unis et de la Grande-Bretagne, soit née précisément en Europe et en Europe continentale ? Oui, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue en route. C'est une des origines de la création d'Oxymore, de l'album auquel vous faisiez référence, qui est sorti
il y a quelques mois, le fait que c'est effectivement la musique électronique, électroacoustique n'a rien à voir avec le jazz, le blues et le rock, comme vous venez de le dire. C'est une musique qui est vraiment d'Europe continentale, c'est-à-dire qui vient de France, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, de Russie aussi, avec le thérémine, cet instrument étrange qu'on ne touche pas, mais qui marche avec des ondes électromagnétiques. Tout ça, finalement, c'est une approche de la musique qui est totalement en dehors du format pop, c'est-à-dire du format de chanson de 3 minutes qui vient finalement du rock, du blues, du blues ce dont on parlait, et qui vient probablement de notre héritage de la musique classique. C'est-à-dire de parler, de réfléchir en termes de texture sonore. La musique symphonique, c'est en fait aussi un jeu avec les sons. C'est-à-dire le fait de créer ces fusions entre les cordes d'un côté, les cuivres de l'autre, les percussions au milieu, et de chercher cette espèce d'approche au fond assez impressionniste des choses que nous avons, nous, Européens, générées. Et donc, il y a une logique qui fait que cette musique, aujourd'hui, elle est née ici. Autant, je dirais que la musique rock est une musique ethnique anglo-saxonne qui a envahi le monde, je dirais que la musique électronique est une musique ethnique européenne qui a envahi le monde également. Est-ce qu'on pourrait dire que sans synthétiseur, il n'y a pas de Jean-Michel Jarre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là aujourd'hui avec nous en train de parler de cette musique sans l'électroacoustique, sans synthétiseur, ou est-ce que vous pensez que vous auriez quand même une carrière de musicien ? Alors ça on ne peut pas le dire, mais ce qu'on peut dire en tout cas par rapport à votre question, c'est que contrairement à certaines idées reçues, c'est la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, c'est parce qu'on a inventé la caméra qu'on a eu Godard, Fritz Lang ou Tarantino, et parce qu'on a inventé le synthétiseur que des gens comme moi, et d'autres font la musique que nous faisons aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre l'outil et l'interface, et puis le style. C'est finalement les émotions humaines, il n'y a pas de progrès en matière d'émotions. Ce qu'un artiste voulait exprimer il y a plusieurs siècles, aujourd'hui ou dans quelques années, demeure. C'est-à-dire de vouloir décrire un sentiment d'amour, de haine, la relation par rapport à la mort, à la solitude. Enfin, les grands sentiments humains, finalement, demeurent, sont toujours les mêmes. Et c'est simplement les outils qu'on utilise génération après génération, qui sont spécifiques et en phase, théoriquement, avec la société dans laquelle on se trouve, qui font qu'un style émerge et que votre propre style émerge. Alors ces outils, et vous le soulignez aussi assez souvent, ils sont pratiquement sans limite aujourd'hui. L'outil informatique, on peut pratiquement faire ce qu'on veut. Il y a une centaine de logiciels qui sortent chaque semaine, qui sont obsolètes 24 heures après leur sortie, tellement effectivement le rythme de production est énorme. Le conseil que vous donnez, c'est de se fixer des limites. Alors, qu'est-ce que vous entendez par se fixer des limites lorsqu'on travaille de la musique par informatique ou avec un synthétiseur, par exemple? Et comment est-ce qu'on fait pour se fixer des limites et pourquoi? Les limites et c'est pas un cliché ce que je veux dire, mais les limites font partie de l'ADN humain. Notre limite dans le temps de notre existence, dans l'éducation, le fait que finalement, on voit bien que chez les animaux comme chez les humains, finalement, on laisse un espace de liberté assez petit à la naissance, et puis finalement on l'agrandit jusqu'à ce que les enfants deviennent adultes et prennent leur liberté. De la même manière, sur le plan artistique, c'est extrêmement important de jouer avec les limites. C'est les limitations qui créent, encore une fois, aussi le style. C'est-à-dire le fait qu'on puisse, moi je vois, on parlait d'oxygène, je vous cite une anecdote. En fait, au départ, j'avais très peu de moyens et donc j'avais très peu d'instruments. Je devais avoir 2 synthétiseurs. Je me souviens, j'avais un mélotron qui était un truc que j'avais récupéré au studio. Le mélotron, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un clavier qui, chaque note, en fait, sous chaque note, il y avait l'équivalent d'une tête de magnétique mono.
Et ce qui fait que quand on appuyait sur une note, ça déclenchait en fait une bande magnétique pendant 7 secondes sur lequel on avait enregistré des cordes, des cuivres, toutes sortes de sons. Et donc ça donnait cette espèce de côté un peu vintage, un peu vieillot, le son un peu des premiers films, des musiques des premiers films noirs et blancs. Et en fait, il y avait très mélancolique. Comment ? C'est très mélancolique comme son. Très mélancolique. Oui. Et en fait, il y avait plein de notes qui marchaient pas. Et en fait, une des parties d'Oxygène viennent simplement du fait que j'ai fait cette partie-là uniquement avec les notes qui marchaient. Et je cite cet exemple parce que c'est tout à fait, je pense, tout à fait symbolique du fait que les limites, c'est en même temps le salut pour la création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire, effectivement, la technologie nous fait croire qu'il n'y a pas de limites, et donc du coup, c'est à vous de les créer, les limites. Et comme vous le disiez, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui débute aujourd'hui, c'est de prendre un instrument, quel qu'il soit, et de ne pas écouter le marketing de la technologie, et de rester au minimum 6 mois ou un an sur le même instrument pour pouvoir arriver à développer ce que vous avez à l'intérieur de vous, et pas devenir des archivistes de la technologie, c'est-à-dire de papillonner d'un instrument à un autre. Et je pense que c'est une approche saine face à la technologie, d'ailleurs, qu'on fasse de la musique, qu'on fasse de l'art graphique ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important, de la même manière que notre alphabet a un certain nombre de lettres, et que la musique occidentale à 12 notes, et qu'on voit qu'il y a eu des millions de morceaux qui ont été faits avec ces 12 notes, et que un jour, il y a un Miles Davis ou un Billie Eilish ou une Billie Eilish qui arrive et qui fait quelque chose avec ces 12 notes que personne n'a fait avant. Alors, pour ce faire, vous avez fait aussi appel à des gens qui sont dans votre entourage, comme Michel Guès, qui est un ingénieur, un concepteur, qui a construit des machines pour vous, notamment cet appareil assez étonnant, qui était capable à l'époque où la plupart des séquenceurs ou des synthétiseurs ne pouvaient produire que 4 ou 8 notes. Lui arrive avec une machine qui vous dit « moi je peux produire 100 notes ou 50 notes ». Enfin, c'est une machine assez étonnante et c'est de l'artisanat. Il a construit cette machine pour vous, avec ses petites mains. C'est une autre époque, mais l'esprit reste le même. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec le logiciel, on fait à peu près ce qu'on veut. Là, vous vous fixiez une limite qui était celle de la machine. Et ça a son importance. Oui, en fait, ce que vous décrivez, c'est quelque chose que nous avons, nous, en commun, les Européens et les Français, les Suisses, les Italiens en particulier, mais aussi l'Europe du Nord, c'est-à-dire le sens du bricolage. Le fait que, moi je me souviens que le premier patch, parce que j'avais plusieurs magnétophones, 2 pistes que j'essayais de synchroniser pour en faire un 8 pistes à l'époque, en fait, c'était un patch qui avait été fait dans une boîte de chaussures. C'est dire à quel point l'artisanat était poussé. Et donc, quand vous parlez justement de la beauté de styles émergents, comme les débuts du cinéma, le début de l'aviation, le début de la photographie, le début de la musique électronique. Vous avez justement des gens qui sont des bricoleurs de génie qui permettent justement d'arriver à explorer des territoires vierges sur le plan de la facture, de la manière dont on va pouvoir s'exprimer. Et effectivement, c'était une époque où les premiers synthétiseurs avaient des séquenceurs qui étaient, c'est-à-dire des instruments qui permettent en fait de répéter 8 notes à l'infini et donc de pouvoir faire des variations sur ces 8 notes qu'on aura prédéterminées et de les filtrer, de les transformer pour arriver à les faire évoluer. Ça me paraissait un peu court et donc j'ai demandé à cet ingénieur musicien qui travaillait avec moi, dire mais on ne pourrait pas essayer d'imaginer justement un séquenceur qui ne soit pas lié, qui ne soit pas bloqué sur 8 notes, mais qu'on puisse arriver à faire 64 notes ou même 100 notes, ce qu'il a fait. Et donc, effectivement, ça a ouvert pour moi des perspectives totalement différentes. Et je pense que quand on prend les premiers albums que j'ai pu faire, comme Oxygène, Equinox ou autres, ce sont principalement au départ, mais c'est toujours le cas toujours aujourd'hui, avec les instruments, les algorithmes ou les instruments virtuels, ou les instruments électroniques, enfin numériques, c'est le fait justement de pouvoir arriver à créer des accidents, à détourner une technique à son profit. Quand vous composez Oxygène, vous avez une obsession en tête qui est
parce que justement vous utilisez ces machines que ça ne sonne pas comme des machines. Donc votre travail consiste justement à trouver des infimes variations pour justement qu'on ait la sensation de l'instrument joué réel et non pas de la machine. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Je n'ai pas beaucoup eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que j'avais une obsession qui était le fait qu'on peut, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, parce que la tendance, c'est un piège d'ailleurs avec les instruments électroniques, enfin les instruments numériques, on a tendance à travailler par mesure ou par 4 mesures pour la musique électronique en particulier, et donc finalement de se faire piéger dans quelque chose qui va être identique à lui-même. Et moi, j'étais obsédé par le fait justement que quand on regarde, par exemple, sur la plage, on regarde les vagues qui viennent vers vous. En fait, c'est toujours la même chose. Mais en fait, c'est jamais la même chose. Si on filme 2 minutes de ces vagues ou 1 minute de ces vagues et qu'on se les répète en boucle pendant une demi-heure, on n'en pourra plus. Et c'est exactement ce phénomène-là que je voulais essayer d'éviter, c'est-à-dire de retrouver en fait ce qu'on a dans le jeu de l'orchestre, c'est-à-dire que quelque chose que on peut rejouer une partition avec le même orchestre, même et le même chef, on n'aura jamais exactement la même chose. C'est exactement ce que je voulais essayer de retrouver, et ce que j'ai toujours voulu essayer de retrouver dans les instruments que j'utilisais, c'est-à-dire de les détourner de leur fonction un peu automatique. Dans ce sens, c'était exactement l'inverse de l'approche de Kraftwerk ou de Tangerine Dream, qui eux, dans une approche plus allemande de l'apologie de la machine, je dirais, avait une approche beaucoup plus robotique des choses, qui donnait aussi un résultat tout à fait intéressant, mais qui n'était pas du tout la voie dans laquelle je voulais aller, qui est une voie plus impressionniste, et donc finalement aussi peut-être plus française aussi. Oui, c'est plus français dans la mesure où vous avez la machine en face de vous, mais vous la regardez en vous disant « je ne vais pas l'utiliser telle qu'elle fonctionne, je vais aller voir derrière, je vais peut-être même la démonter et essayer d'en faire quelque chose d'autre ». Exactement. C'est ça le travail que vous avez fait sur Oxygène. On va retrouver cette même obsession sur Equinox et sur vos disques suivants, et cela malgré l'évolution du matériel. C'est-à-dire que vous passez de synthétiseurs analogiques à des synthétiseurs numériques, à l'informatique, et pourtant, vous essayez de retrouver toujours ce swing, enfin ce léger décalage dans la musique qui fait votre marque. Oui, je ne sais pas si ça fait ma marque, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans la musique. Je pense que ce qui est de toute façon intéressant je parlais de Miles Davis, par exemple, c'est le fait de s'approprier et de créer sa propre... de détourner une technique. Pour que je parle de Miles Davis, c'est qu'il y a eu dans l'histoire des milliers, des centaines de milliers de trompettistes. Mais vous écoutez 30 secondes de Miles Davis, avec c'est lui et personne d'autre. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Chet Baker, Miles Davis, il y en a quelques-uns, mais Miles Davis, c'est un très très bon exemple d'un instrument. Il joue d'un instrument extrêmement populaire et très classique, mais il l'a détourné à son actif. Il y a des tas de raisons à ça, mais c'est ça qui est finalement qui génère le style d'un artiste, quel qu'il soit. Donc, ces synthétiseurs sont votre style parce que vous les manipulez, vous créez les sons grâce à ces synthés, vous n'utilisez pas de sons préprogrammés. En fait, vous passez énormément de temps à rechercher le son. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée qu'on avait évoquée avec l'équipe de Pierre Schaeffer à l'époque, qu'il y a une tradition dans les civilisations très anciennes pour les sculpteurs, chez les Égyptiens, de la Haute-Égypte et chez d'autres, de dire qu'au fond, les sculptures existent dans la montagne, et qu'en fait, le travail du sculpteur, c'est de les révéler. Et je pense que c'est la même chose dans le maelstrom sonore. Notre boulot, à nous, les musiciens, c'est finalement de révéler des mélodies ou de révéler des sons qui sont en attente, en fait. Et j'ai toujours eu cette approche un peu de cuisinier. C'est peut-être mes origines lyonnaises qui sont proches de la Suisse, donc on est en terrain connu. Cette approche un peu organique, sensuelle des choses, de mettre la main à la pâte, si j'ose dire, et d'avoir donc une approche, au fond, très organique, même si on travaille avec des concepts abstraits comme les algorithmes aujourd'hui. Je pense que peu importe l'interface, ce qui est intéressant, c'est de trouver des interfaces qui vous permettent de gagner le maximum de temps entre l'idée que vous avez et sa réalisation. Et au fond, c'est ça qui est intéressant. Et si votre interface favorite, c'est le tam-tam,
pourquoi pas le tam-tam ou le synthé ou l'ordinateur ou le violon ou la contrebasse. Alors, puisque vous parlez d'interface, on va arriver directement à ces méga concerts qui sont toujours votre marque de fabrique, Jean-Michel Jarre, avec notamment des instruments imaginés pour l'occasion, comme la harpe laser, parce que tout de suite, ce que vous comprenez, et on l'a à peu près toutes et tous vécu ici dans cette salle, lorsqu'on va voir un concert de musique électronique, parfois, c'est pas très sexy, on a un type derrière un laptop qui balance des sons, il se passe pas grand-chose sur scène. Vous me direz, il y a toujours la musique qui est là, mais pour l'effet concert et l'effet du show, c'est pas tout à fait ça. Ça le fait pas. Voilà. Alors vous dites, je vais sortir la musique des salles, mais cette musique électronique, pour qu'elle vive, il faut que ça devienne un show. Et donc, à partir de ce moment-là, vous échafaudez toute une stratégie, vous imaginez des choses, des stratagèmes, des instruments même, qui vont vous permettre, au fond, de faire exister la musique électronique, à la fois en son, mais aussi en image, sur scène. Comment est-ce que l'idée de la harpe laser naît, c'est-à-dire cet instrument qui projette des rayons laser verts, que vous coupez et qui produisent des sons lorsque le rayon est coupé? Avec l'idée que moi j'étais passionné d'opéra quand j'étais ado. Et, alors d'opéra, pas seulement les œuvres, mais le processus, le procédé. C'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, dans beaucoup de théâtres, on retrouve l'orchestre dans une fosse d'orchestre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit pas beaucoup. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve un peu dans la même situation que quelqu'un qui est derrière son laptop ou son synthé, où on n'a aucune idée de comment la musique est faite et comment finalement on va pouvoir la vivre autrement que, bien entendu, sur le plan auditif. Mais à partir du moment où on est sur scène, il y a justement la question de la performance et du rapport entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et donc, du coup, je me suis inspiré beaucoup au début de cette approche des musiciens qui ont créé d'opéra en travaillant avec des scénographes, des charpentiers, des peintres, etc., avec les technologies de mon époque, les techniques de mon époque, de vidéo, de lumière, de laser, de graphisme, etc., pour arriver à essayer de déterminer un langage qui, au départ, était un langage qui était le mien et qui finalement, sans que je m'en rende compte à l'époque, est devenu un langage classique, traditionnel des performances de musique actuelle. Qu'on fasse aujourd'hui du hip-hop, du rock ou de la musique électro, on voit bien que la scénographie est devenue de plus en plus importante et on s'y est habitué. Ça ne veut pas dire non plus que la musique ne peut pas exister sans visuel. D'ailleurs, Oxymore, qui porte bien son nom en ce qui concerne ce que je vais vous dire, c'est que qui est le premier album, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais le premier album qui a été vraiment conçu en son spatial en 360 dès le départ. Je demande aux gens de fermer les yeux. Ça leur économise les batteries de leur smartphone, d'ailleurs, en même temps. Donc, c'est tout gagné, c'est tout bénéfice. Mais parlons-en justement d'Oxymore, parce que je voulais venir à Oxymore. Parce que quand on parle de redéfinir la grammaire scénique de la musique électro, donc avec cette harpe laser, cette façon d'être... Oui, je n'ai pas répondu, je peux vous interrompre, ou je vous laisse terminer. Non, allez-y. Non, la harpe laser, en fait, donc, du coup, est venue avec l'idée de se dire, c'est quand même intéressant de voir comment on pourrait arriver devant un public assez large, arriver à trouver une connexion entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est comme ça que l'idée de la harpe laser est arrivée, avec quelqu'un qui avait justement développé le premier concept de harpe laser qui s'appelle Bernard Sagener et qui avait développé cette harpe que j'ai utilisée pour la première fois dans les concerts que j'ai faits en Chine. Et donc, du coup, après, je l'ai développé en me disant, au fond, cet instrument est tout à fait symbolique de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire d'utiliser des paramètres de lumière, d'électricité, pour faire passer, en fait, un jeu sur le plan par rapport à un public qui ne se trouve pas non plus le nez collé à ce que vous faites. Et donc, cet instrument fonctionne de manière assez simple, en fait, c'est-à-dire que chaque rayon est relié à un synthétiseur, et donc chaque note, quand on la coupe, en fait, la réflexion de la main, en fait, déclenche l'instrument, et suivant la hauteur, suivant la vélocité, comme une touche de piano, si on la touche plus ou moins forte, on joue de manière plus ou moins forte. Et donc, ça a été finalement de recréer le système d'une harpe, d'un instrument à cordes, mais avec des rayons lumineux,
qui remplace effectivement Exactement. les cordes. Et qui a en même temps cet aspect qui est amusant parce qu'il y a en même temps un côté décalé, qui a un côté en même temps futuriste et drôle d'une certaine manière, décalé. Et puis ça permet de vous voir de loin lorsqu'on est perdu dans une foule d'1 million de personnes, quelque part. On voit quand même ces rayons, on voit vos mains, on vous voit jouer véritablement d'un instrument, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement lorsque vous êtes sur un clavier où on ne voit pas vraiment vos mains et on ne voit pas vraiment ce que vous jouez. On en vient maintenant à ce travail avec Oxyworks, qui est un disque enregistré en binaural. Et vous insistez beaucoup sur cette technologie. Est-ce que, d'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un enregistrement binaural, et puis ensuite, ce que j'aimerais comprendre, c'est si, d'après vous, ça va définitivement remplacer la stéréo ou pas, c'est-à-dire ce son frontal auquel nous sommes habitués. Alors, merci d'évoquer ce point. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonné. Pendant des siècles, nous, on a eu une relation frontale avec la musique. Quand on compose pour l'orchestre, on a l'orchestre en face de soi et on a finalement une vision en 2D, c'est-à-dire qu'avec les violons d'un côté, les percussions au centre, les bois de l'autre, et finalement on crée de manière frontale. Quand on est en studio, on a aussi 2 enceintes en face de soi et on crée encore de manière frontale, un peu à la manière d'un peintre. Quand on est au concert, c'est la même chose. Si aujourd'hui je jouais de la musique ici, vous seriez devant la scène et devant ce qui devrait s'entendre. Alors qu'en fait, dans le quotidien, on sait que le champ auditif est 360 degrés, c'est-à-dire qu'il est tout autour de nous, que la stéréo n'existe pas dans la nature, c'est la mono. Quand je vous parle, je parle en mono. Quand un oiseau chante, il chante en mono. Quand une voiture passe, elle passe en mono. Mais c'est l'environnement, l'air qui est autour de nous et nos oreilles d'êtres humains qui crée la perspective le relief sonore, exactement. Ouais. Et donc, jusqu'à là, aujourd'hui, on parle beaucoup de mode d'expression immersif, on en parlera peut-être dans un instant, mais l'immersion, en fait, elle existe d'abord par l'ouïe, plus que par le visuel. Rappelons que le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. Et donc, du coup, je me suis dit, ça serait intéressant non pas de faire puisqu'on parle beaucoup de spatial audio aujourd'hui, notamment avec Apple qui l'a beaucoup développé avec Dolby dans les salles de cinéma, on est immergé dans le son justement spatial. Mais la plupart des productions qu'on entend en spatial audio, si on veut, ce sont des œuvres qui ont été créées en stéréo, qu'on a ensuite remixées en 360. Là, l'idée avec Oxymore, c'était de partir de zéro et de travailler directement en multicanal, c'est-à-dire de se dire, une partie de mon orchestration, éventuellement, ce sont de hautbois, par exemple, je voudrais qu'ils soient là, et puis qu'ils viennent devant moi à droite. Et donc, du coup, de pouvoir investir, de passer au fond de la peinture à la sculpture, c'est-à-dire de passer de l'aplat, avec les mêmes problèmes que nous avons avec les peintres, c'est que dès qu'on en met un peu trop, tout devient gris. Alors qu'en fait, d'un seul coup, le fait de pouvoir créer, en mettant les sons autour de soi, quels que soient ces sons, on se retrouve avec un espace absolument, j'allais dire, inouï, au sens figuré, au sens propre, qui pose d'autres problèmes parce qu'on a mis des siècles justement, que ce soit pour le rock, le jazz ou la musique classique, la composition avec l'orchestre, à trouver des fusions, des glissements de timbres entre les cordes, les cuivres, etc. Là, d'un seul coup, tous ces sons, si j'ose dire, se retrouvent à poil. Donc il faut trouver une nouvelle manière de composer. Mais pour moi, ça me paraît absolument essentiel par rapport à des conditions d'écoute spatiale, de pouvoir composer dès le départ pour ce langage et pour ce vocabulaire, de définir cette grammaire. Sinon, c'est un petit peu comme si on compose pour un quatuor et qu'ensuite, cette partition-là, on la fait jouer par un orchestre. Ça sera intéressant, mais c'est pas du tout la même chose que de composer directement pour l'orchestre. C'est exactement la même chose et c'est ce que j'ai fait pour Oxymore, avec un résultat qui est tout à fait, pour moi, un territoire totalement vierge.
Et je me retrouve exactement comme à l'époque d'Oxygène où j'ai commencé à explorer la stéréo. Et là, je suis absolument convaincu que c'est la manière dont on va écouter et dont on va composer la musique dans le futur. C'est quand même assez paradoxal quand on y réfléchit que finalement les musiciens aient été pendant si longtemps, au fond, relégués au 2D, alors que dans la vie quotidienne, les êtres humains font l'expérience d'un son, des sons en 360. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la technologie aujourd'hui nous permet, en tant que musicien, de rejoindre la vie quotidienne, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'exprimer en étant à l'intérieur de la musique et en invitant aussi le public en étant à l'intérieur de cette musique. Mais je comprends tout à fait que ce soit facile, entre guillemets, pour vous de composer de cette manière. Ah non, c'est pas facile du non, tout. Mais je pensais que je mets vraiment des gros guillemets, mais je me mets à la place du groupe de rock de base et je me dis que pour un trio avec une guitare, une basse, une batterie et c'est tout, j'ai du mal à concevoir dès le départ comment un groupe pourrait imaginer du rock immersif comme ça, sans que ça devienne un peu gadget. Alors, ce que vous dites est précisément ce que pouvait dire quelqu'un qui, dans les années 20 ou dans les années 30, était habitué à écouter Ravel ou Erik Satie devant Chuck Berry. Ouais. Et donc, du coup, de se dire, qu'est-ce que c'est que ces gens qui jouent sur une planche de bois, ils ont mis des cordes dessus, ça, c'est un peu gadget. Ouais. Donc, je vous retourne le compliment, si j'ose dire. C'est vrai que aujourd'hui, de prendre Frank Sinatra comme des maisons de disques veulent faire et le mettre en spatial audio, ça n'a aucun intérêt puisque ça a été enregistré en mono, conçu en mono. Ouais. Donc, comme je le disais, chaque technologie et chaque évolution technologique apporte ses propres styles et donc ce dont nous parlons va forcément générer le hip-hop de demain, le rock de demain, l'électro de demain. Ça va générer de nouveaux styles que nous ne connaissons pas encore, mais va faire émerger aussi des artistes qui vont s'exprimer avec ces instruments d'une autre manière et vont nous faire apprécier une aventure sonore d'une manière complètement inédite. Ce qui veut dire aussi qu'on va devoir repenser la salle de concert. Si on veut que le lieu soit immersif lui aussi, il faut repenser aussi le lieu où on va jouer ces musiques. Absolument. Quand les Beatles ont joué dans le premier stade américain, ils jouaient avec des amplis qui étaient grands comme ça. Et en fait, le public n'a jamais rien entendu puisque les cris des fans couvraient le son des amplis. Donc effectivement, il a fallu repenser avec l'électricité et l'avènement de l'électricité dans la musique, les salles et l'équipement. Ça va être exactement la même chose, mais je sais que, et effectivement, aujourd'hui, de la même manière que quand moi j'ai commencé à l'époque justement d'Oxygène, les salles étaient faites soit pour le rock, soit pour le jazz, soit pour des salles, ce qu'on appelait omnisport, où on a le lundi... un tournoi de tennis et puis le mardi un concert de tennis, voilà, exactement, ou un congrès de partis politiques, et vous arrivez dans un endroit qui n'est pas vraiment fait pour ça. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu plutôt ouvrir les portes et aller jouer à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de salles, et notamment les festivals, sont équipés pour la musique électronique et de la musique actuelle. Je pense que c'est la même chose. On va redéfinir, comme ça a été le cas il y a une cinquantaine d'années, on va redéfinir les salles et les endroits pour écouter la musique d'une autre manière. Alors, on parle de... Comme on a rééquipé, mais comme on a rééquipé aussi la salle de cinéma quand on est passé de la mono au Dolby Atmos, et que ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça veut dire simplement que c'est une autre manière de s'exprimer qui va donc générer d'autres styles musicaux qui seront ni mieux ni moins bien, mais qui seront différents et en phase avec l'époque dans laquelle ces artistes dans le futur s'exprimeront. Et qu'il suffit simplement d'un casque et d'écouter au casque votre musique en binaural. Alors, ça ne demande pas non plus un investissement. La petite explication de texte. Le binaural, c'est tout simplement ce que je viens d'expliquer qu'on entend avec des haut-parleurs physiques. Qu'on retraduit avec un casque, avec ce qu'on appelle techniquement des fils de transfert, c'est-à-dire de transférer la spatialisation au casque. Et ce qui permet effectivement de pouvoir écouter, par exemple, l'oxymore et d'autres choses, soit en 360 si on a un équipement en 5.1, l'équipement home cinéma, soit en stéréo de manière normale puisqu'il y a une version stéréo, soit en binaural, où en fait, en téléchargeant tout simplement un fichier qui est exactement comme un fichier stéréo, mais
qui peut être écouté qu'au casque, mais qui va retraduire justement cette spatialisation et le fait d'être à l'intérieur du son et de la musique de manière très démocratique. Comment est-ce que vous l'envisagez, Jean-Michel Jarre, cette spatialisation du son justement dans les salles de concert? Est-ce que vous avez déjà des avancées là-dessus? Est-ce que vous avez déjà des projets, des idées de comment vous pourriez retraduire cette musique d'afterwork, notamment dans une salle de concert? C'est tout à fait la chose sur laquelle je travaille en ce moment, puisque depuis Oxymore, on s'est beaucoup posé la question avec mon équipe de savoir comment on peut le faire. Il y a effectivement pas mal d'endroits où on peut, je l'ai fait, déjà j'ai commencé à le faire en 2023, c'est de pouvoir mettre le public à l'intérieur d'un cercle. En fait, c'est un peu entrer dans le cercle. Donc il y a ce côté rituel qui est assez intéressant aussi, qui est assez, je dirais, organique et plein d'empathie, je dirais. Et donc du coup, d'être au milieu du son. Et puis, il y a beaucoup de possibilités aussi, ce que j'appellerais un peu l'hyperréalisme sonore, c'est-à-dire le fait de pouvoir... certains d'entre vous ont peut-être déjà fait l'expérience de ces barres de son qui sont sous les moniteurs de télévision, sous les écrans de télévision, et qui recréent en fait une sorte de surround, ce qu'on appelle. Il y a beaucoup de choses à faire, ce qu'on peut faire, donc du coup, dans des salles classiques, où en fait, on ramène techniquement les sons qui sont prévus pour être à l'arrière, c'est des enceintes à l'extérieur, avec un système de déphasage, sans trop rentrer dans l'aspect technique, et qui permet justement de retrouver cet aspect immersif. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, justement, pour arriver à dépasser la stéréo, qui, rappelons-le, n'existe pas dans la nature. Il y a des petits malins dans les années 30 qui se sont dit on va décaler un peu le canal gauche, le canal droit, ce qui était très malin, parce que ça donnait l'idée de l'espace. Mais ce n'était pas l'espace. L'espace, c'est celui que nous avons dans la rue, dans la forêt, quand on se balade, et qui fait qu'il y a une magie de ce son immersif. Et à une époque où on parle tellement de mode d'expression immersif, le son doit être au centre du jeu, et c'est pour ça que les musiciens, les ingénieurs du son ont de beaux jours devant eux avec toutes ces nouvelles technologies qui émergent, qui naissent. Le plaisir de la musique est-il le même? Le plaisir de jouer? Bien sûr, je pense qu'il est même accentué, parce que le fait de pouvoir arriver à pouvoir justement jouer et placer les sons comme de manière totalement en relief, tel qu'on entend les sons quand on se promène dans une forêt, par exemple. Imaginez une forêt qui, de seul coup, serait seulement à plat. Et imaginez-là d'un seul coup, que vous ayez toute votre vie écouté les sons de la forêt à plat, et que d'un seul coup, vous rentriez dans une forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous imaginez le choc. Et ben, je pense que ce qui va se passer dans le futur, sans faire de prévision, c'est que je pense que dans quelques années, on se considérera la stéréo avec la même affection qu'on considère aujourd'hui les gramophones de nos arrière-grands-parents. Quelles sont vos obsessions de compositeur, Jean-Michel Jarre, lorsque vous êtes chez vous, dans votre studio, lorsque vous composez? Qu'est-ce qui vous guide? C'est le fait de pouvoir être étonné par une idée, comme je le disais au début de notre conversation, qui va me donner l'envie de l'explorer, de la pousser. Et c'est finalement ça. Et puis, en fait, je me dis souvent... par boutade, que j'aurais passé plus de temps avec des instruments de musique ou des machines qu'avec les humains. C'est pas vrai, parce que je suis très entouré, j'ai la chance d'avoir une famille et d'avoir beaucoup de gens autour de moi. Mais c'est vrai que la musique électronique est un travail solitaire, un peu comme comme celui d'un écrivain ou d'un peintre. On est dans son atelier, et donc c'est une création un peu solitaire. Mais c'est en même temps une addiction. Je pense que je pourrais pas faire autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, là où j'en suis dans ma vie, sont à la retraite. Avec un artiste, la vie d'un artiste, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les choses se définissent pas, en tout cas pour moi et pour un certain nombre de gens que je connais, aussi d'artistes que je connais, de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, et ce qui est important aussi à se dire, c'est qu'on crée d'abord pour soi. Je dis ça par exemple notamment à des fans qui peuvent se dire, qui peuvent être ronchonnés parce que je ne fais pas toujours
oxygène. D'ailleurs, si je faisais toujours la même chose, les gens me diraient que je me répète. Et donc, du coup, on peut pas, on peut pas gagner. Donc, le mieux, effectivement, c'est de faire finalement ce dont on a envie. Et après, bon, le public nous suit ou pas. Le petit conseil que je pourrais donner aux musiciens qui démarrent et aux artistes qui démarrent, c'est de considérer très très vite que les échecs et les succès sont des accidents. Et que la vie d'un artiste se trouve exactement au milieu de cette sinusoïde, en espérant qu'il y ait un peu plus de bosses que de creux. Oui, de haut que de bas, effectivement. On continue de parler un petit peu d'immersion, si vous le voulez bien, Jean-Michel Jarre, parce que je rappelle que si vous êtes ici au GIF, c'est parce que vous présentez ce film immersif, The Eye and I, jeu de mots, l'œil et moi, cet œil qui nous regarde, cet œil omniscient, cette société de la surveillance dans laquelle nous baignons. Est-ce que vous avez le sentiment que, en raison même de votre rapport à la musique et de l'utilisation des machines, vous étiez peut-être plus conscient de cette société de l'observation permanente dans laquelle nous vivons qu'un type qui joue de la guitare en bois au coin du feu, si j'ose dire? Peut-être. Alors, deux commentaires rapides pour répondre à votre question. La première, c'est que ce n'est pas un film. Et c'est justement la raison pour laquelle je m'intéresse, moi, à la réalité virtuelle, c'est que c'est un mode d'expression nouveau. Exactement comme le cinéma l'a été au début du théâtre, où les gens du spectacle vivant, comme les gens du spectacle vivant, d'ailleurs, certains peuvent le dire vis-à-vis de la réalité virtuelle aujourd'hui, disaient à l'époque des Frères Lumière, ces gens qui s'agitent sur un écran, ce ne sont pas des vrais acteurs, parce qu'un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur une scène comme celle-ci, avec un public comme celui qui est devant nous, et le public que vous êtes aujourd'hui. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. D'ailleurs, ce serait amusant de se dire que si un extraterrestre regardait une salle de cinéma avant que le film commence, il verrait donc un tas de gens devant un écran vide. Et en fait, ça montre aussi que finalement, la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est un mode d'expression qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, même si il y a un lien avec le jeu vidéo parce que c'est les mêmes moteurs de fabrique pour fabriquer le métavers, la réalité virtuelle, et qui a aussi un lien avec le cinéma sur le plan de la narration. Mais c'est un mode d'expression en soi, et donc The Eye and I n'aurait pas pu se faire. On n'aurait pas pu faire ça avec Xintian, avec le grand artiste chinois qu'on ne présente plus dans le monde de la VR. Hein. Pour les gens qui connaissent un peu la vidéo, c'est un peu l'équivalent d'un Bill Viola ou d'un Nan Junpei de la VR. Et on n'aurait pas pu le faire du tout en tournant un film ou en faisant une animation ou quoi que ce soit, parce qu'on est vraiment immergé dans cette aventure. Et très rapidement, pour se parler du sujet lui-même, c'est qu'en fait, ce sujet est venu d'une sensation que j'ai eue, d'une idée que j'ai eue quand j'ai rencontré il y a quelques années Edward Snowden, le lanceur d'alerte, et la première fois que je l'ai entendu, il m'a fait penser à ma mère. Pas physiquement, mais il m'a fait penser à ma mère dans les propos qu'il tenait. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit, qui était, comme vous le rappeliez, une grande résistante et qui a été déportée 3 fois, qui s'est échappée 3 fois des nazis, même du camp d'où elle était, à Ravensbrück, et qui m'a toujours dit, depuis que j'étais enfant, qu'il fallait quand c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui, ça c'est d'actualité d'ailleurs de manière chez les êtres humains de manière intemporelle, mais que quand un gouvernement ou des gouvernants génèrent des actions ou des idées qui sont contraires et qui sont négatives par rapport à la société, il faut qu'un certain nombre d'entre nous se lèvent et réagissent. C'est ce qu'a fait Edward Snowden, et c'est exactement les mots qu'il avait. Et j'ai été très étonné du fait que, au fond, il a été traité comme un fait divers. C'est-à-dire, tout le monde s'en est ému pendant 15 jours et puis finalement, on l'a oublié. Et je me suis dit, au fond, ce rapport au contrôle, on a un rapport, nous, êtres humains, très ambigu par rapport au contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aime pas le contrôle, mais en même temps, on en est victime, mais en même temps, on aime bien avoir le contrôle sur les choses. Le père vis-à-vis de ses enfants, plus tard d'ailleurs les enfants vis-à-vis de leurs parents, le patron vis-à-vis de ses employés, les employés à travers les syndicats vis-à-vis des patrons, les caméras de surveillance, les drones, l'œil du dollar, le rapport à la religion, à Dieu. C'est ce rapport métaphysique qu'on a
qu'on soit croyant ou pas, d'une figure métaphysique, paternelle, qui nous protège. Et donc, c'est ça l'idée de The I and I, c'est de se dire, à travers le temps, à travers les sociétés, à travers les classes sociales, ce rapport que nous avons avec le contrôle. Et c'est ça qu'on a essayé d'exprimer à travers cette œuvre, The I and I, que j'ai le plaisir, je le rappelle, de présenter au GIF ici à Genève. Et je rappellerai vraiment que le GIF est un des festivals certainement les plus intéressants sur le plan de l'audiovisuel, c'est par son éclectisme. C'est-à-dire qu'en allant justement labourer et essaimer, si j'ose dire, dans des nouveaux modes d'expression que sont notamment les modes immersifs. C'est à voir effectivement ici au GIF jusqu'au 12 novembre à la Maison des Arts du Grutli. Il y a plusieurs séances chaque jour pour aller voir ce qui n'est donc pas un film, mais qui s'appelle donc The I and I. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que c'est en raison de votre rapport aux machines que cette problématique du contrôle est prégnante chez vous ? Non, pas du tout, comme je viens de l'expliquer. En fait, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je faisais beaucoup d'efforts pour répondre précisément à votre question. C'était justement le fait que ça n'avait rien à voir avec les machines, ça avait à voir justement avec ce que je viens d'expliquer. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec le groupe de rock, avec le rock, en tout cas, on a inventé le groupe de rock. Et vous nous dites, Jean-Michel Jarre, alors que moi, j'avais le sentiment que les compositeurs de musique électronique étaient des gens très solitaires, que non, en réalité, vous êtes très entouré et qu'effectivement, vous faites des collaborations avec beaucoup d'artistes, notamment des arts visuels. Et ça, vous le rappelez dans votre autobiographie, publiée chez Robert Laffont, qui s'appelle Mélancolique Rodéo, qui est sortie en 2019. Vous constatez finalement, au bout d'un moment dans votre carrière, que les personnes avec lesquelles vous avez peut-être le plus d'affinité en tant que musicien, parce qu'eux-mêmes aussi sont des artistes multiples, c'est effectivement des gens qui ont un rapport très fort à l'image. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ? Je pense que la musique électronique a beaucoup de liens, la musique peut-être en général, mais surtout la musique électronique par la manière dont on a d'approcher les choses avec les arts visuels. J'ai toujours été étonné de voir que des gens comme Pink Floyd ou Brian Eno, avec qui je viens de collaborer pour un des morceaux d'Oxymoron Reworks, là, qui est effectivement, je pense qu'il y a une approche aussi très visuelle des choses par rapport à la musique électronique. Moi, j'ai toujours conçu, en fait, vous rappeliez que j'ai un père qui est je pense, un des plus grands compositeurs de musique de film, de l'histoire des musiques de film. Et en fait, souvent, on m'a dit, mais pourquoi finalement, tu n'as pas fait plus de musique de film que ça? Alors, il y a plusieurs réponses. J'ai d'une part considéré que c'était toujours le territoire du père et que chacun son territoire. Mais au-delà de ça, j'ai toujours pensé que moi, la musique que je faisais et que je fais, c'est en fait la bande son du film et de l'histoire que vous, public, pouvez vous fabriquer en écoutant la musique. Et donc, du coup, il y a ce rapport à l'image, ce rapport au visuel. Moi, j'ai toujours composé, pas nécessairement avec des images, en m'inspirant d'images figuratives, mais en même temps plutôt de textures, de couleurs, la musique concrète. D'ailleurs, ça a beaucoup de rapports, est né à peu près en même temps que la peinture abstraite. D'ailleurs, c'est paradoxal on devrait parler de la peinture concrète plutôt que de la peinture abstraite. Ouais. Et en fait, c'est justement ce rapport aux textures, aux perspectives, aux couleurs, aux ingrédients qui font qu'il y a ce lien pour moi très organique entre la musique telle que je la conçois, telle que je la fais, et que d'autres le font dans tous les secteurs de musique électronique et les arts visuels. Il y a notamment la fameuse pochette d'Oxygène dont on peut parler quand même parce qu'elle est très importante. Cette pochette, elle a une petite histoire. Vous êtes un jour dans une galerie d'art et vous tombez nez à nez avec une peinture. Cette peinture représente la planète Terre, une planète qui est éventrée et qui laisse apparaître son noyau qui n'est autre qu'un crâne humain. Racontez-nous cette histoire. Oui, et effectivement, je cherchais une pochette pour évoquer, non pas illustrer, mais évoquer la musique que j'étais en train de faire. Et pour moi, la musique que j'étais en train de faire était une musique qui était liée à l'espace, mais pas nécessairement l'espace, comme on l'a dit souvent, l'espace intersidéral, mais plutôt l'environnement, l'espace vital autour de nous. Et avec cette conscience que j'avais à l'époque, on n'était pas
beaucoup, je n'étais pas du tout militant, mais enfin, en tout cas, cette conscience de l'écologie et de notre rapport à l'environnement. Et quand je vois cette image, je me dis, c'est exactement, en fait, ça que j'ai envie c'est ça que je souhaite exprimer dans ma musique, c'est-à-dire un danger latent. C'est-à-dire, en fait, Oxygène, beaucoup de gens qui ont... Il y a le thème le plus connu d'Oxygène, qui est finalement pas si... qui est assez positif. Mais enfin, le reste de l'album est assez dark, d'une certaine manière. Et donc, il y a cette ambiguïté que j'aime beaucoup quand des choses qui sont finalement en apparence joyeuse, cache une sorte de mélancolie souterraine. Et pour moi, cette image évoquait assez exactement ce que j'avais envie de dire. Bon, ça n'a pas plu à ma mère qui m'a dit pourquoi tu appelles ton album par un nom de gaz et tu mets un crâne sur la pochette, ça ne marchera jamais. Voilà. Pourquoi il ne faut pas toujours écouter sa mère, que par ailleurs, j'ai beaucoup écouté dans ma musique, qui était une femme extraordinaire. Ouais. L'auteur de cette peinture s'appelle Michel Granger. Il a également signé la pochette d'Equinox. D'Equinox, de Rendez-vous aussi, de Chronologie. C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui fait partie, avec Jean-Michel Follon, de ces artistes des années 60-70 qui étaient qui sont toujours, dans le cas de Michel Granger, entre l'affichiste et le peintre, et donc avec une patte très, très particulière enfin, c'est vrai qu'en dehors de moi, je veux dire que les pochettes d'Oxygène, d'Equinox de cette époque sont des pochettes qui font partie vraiment de la mythologie des grandes pochettes de vinyle. Ouais, absolument, elles sont iconiques, tout le monde les connaît en fait, ces pochettes, c'est aussi simple que ça. On va pouvoir passer bientôt à vos questions, s'il y a des questions dans le public. Moi, j'avais encore une autre question à vous poser qui aurait dû arriver un petit peu plus tard dans la discussion, mais voilà, je vais sauter quelques questions intermédiaires pour arriver à celle-ci, parce qu'elle me semble importante. On vous a souvent reproché d'aller jouer dans des pays qui n'étaient pas forcément des pays très très démocratiques. On peut penser notamment à Moscou. Bon, c'est une chose. Encore que ça pouvait se discuter à une époque où on était à l'heure du dégel, comme on disait à l'époque. Mais vous avez été le premier artiste à jouer en Chine, dans la Chine post-maoïste. Ça avait son importance à l'époque. Et votre réponse a toujours été de dire que la culture, c'est le cheval de Troie de la démocratie. Est-ce que votre prédiction s'avère juste aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que vous, comme d'autres, Jean-Michel Jarre, à l'aide de ces concerts, on peut penser notamment au concert de Bruce Springsteen à Berlin après la chute du mur, vous avez aidé finalement à amener de la démocratie dans des lieux où elle n'était pas présente? Alors, aider, j'en sais rien, mais je ferai encore appel à ma chère mère qui m'a, comme vous l'avez compris, beaucoup été une influence capitale dans mon chemin et dans ma réflexion et dans mon éducation, qui m'a dit à une époque où, donc après la guerre, et c'était pas du tout quelque chose de courant à l'époque, je m'en suis pas rendu compte à cette époque-là, c'est de dire qu'il ne fallait pas, à l'époque, pour elle, qui avait quand même beaucoup souffert de la guerre, de ne pas confondre les nazis et les Allemands, et en gros de ne pas confondre une idéologie et un peuple. Et donc du coup, moi je suis absolument contre toutes les formes de boycott. Je pense qu'à partir du moment où on a la chance de vivre dans une démocratie, dans un pays libre, où on a la liberté d'expression, et qu'on voit des gens qui n'ont pas la même liberté d'expression que la nôtre, si on les coupe de cinéma, de musique, de culture, finalement on applique une double peine. Et je pense que, comme vous le disiez très justement, la culture est un cheval de Troie pour aller. Et il faut aller dans ces pays-là. Demain, il faudra aller en Iran, il faut aller en Corée du Nord, il faut aller dans des endroits justement qui fait que si on ne va pas dans ces endroits-là, il y a beaucoup de gens qui vous disent oui, mais attention, vous allez là-bas, vous faites récupérer. C'est pas vrai. J'en sais quelque chose. Je suis allé dans des pays, comme vous le disiez, à des périodes qui étaient peut-être ambigu sur le plan justement de ces domaines, des droits de l'homme, etc. Je pense que ça change les choses et qu'il faut y aller et qu'il ne faut pas... Je me souviens qu'il y a eu, il y a quelques années, le Front National avait gagné dans la ville de Toulon. Et en fait, il y avait beaucoup d'artistes français qui ont boycotté Toulon. Et moi, j'ai commencé ma tournée par Toulon.
Parce que je veux dire qu'on met le curseur où? On coupe l'électricité, on coupe les vivres. Je veux dire que ça n'a aucun sens et je pense que c'est contre-productif. Et je pense que justement, il faut absolument aller dans ces pays. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Iran. Aujourd'hui, évidemment, c'est exclu pour des tas de raisons que nous connaissons. Mais voilà un pays qui a énormément qui a une attente énorme, et notamment de la France, et notamment de nos pays et de l'Europe. Je pense qu'il faudra à un moment donné y aller dès que c'est possible. Et je pense que c'est une chose importante et que les artistes doivent être au-delà, et je dirais, et en même temps en avant. C'est-à-dire que, enfin, on pourrait en parler longtemps, mais je ne veux pas épiloguer, mais je pense que ça ne se discute pas. Je pense que ça ne se discute pas. Il faut aller absolument dans les pays, tendre la main aux gens qui n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres. Merci Jean-Michel Jarre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il faut lever la main bien haut pour que je puisse vous voir et vous entendre. Oui, là-bas, il y a des questions là-bas. Quelqu'un a levé la main. Alors... Bonjour, bonsoir. Voilà. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. J'ai une question qui va te ramener peut-être vraiment un moment en arrière, mais on parlait de pochettes avant iconiques et tout ça, et je me suis toujours posé la question depuis maintenant plus de 35 ans que je te suis. Est-ce que tu peux nous dire si tu sais qui a réalisé la pochette de ton premier album studio Deserted Palace, et si tu sais à peu près à combien d'exemplaires cet album a été produit en fait? C'est une question que les fans se posent. Alors, en fait, c'était un graphiste qui travaillait dans la maison de disques où j'allais rentrer, qui avait proposé cette image qui était pour lui une image assez futuriste, Deserted Palace, et qui a été fait comme ça un petit peu par hasard. Et le disque a dû se vendre à 117 exemplaires, mais je suis sûr que c'était à cause de la pochette, justement. Et vous ne connaissez pas le nom du graphiste? Ok, je pense qu'il s'appelait Bernard Beaugendre. Je la trouve Bernard Beaugendre, cette pochette personnellement, mais voilà. Mais ça, merci pour cette information parce que merci c'est quelque chose qui nous manquait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, pas d'autres questions. Oui, là, devant, là. 2 questions. Génial. Bonjour. Juste une question envers les nouvelles générations et la façon d'écouter la musique aujourd'hui. Des artistes comme vous, comme Daft Punk, se donnent beaucoup de mal à créer une qualité sonore incroyable et avec beaucoup de recherche et de travail. Et derrière, les auditeurs écoutent sur des haut-parleurs d'iPhone. Qu'est-ce que vous leur dites à ça? Je sèche mes larmes, déjà. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a cette période la plus sombre est derrière nous. Parce que je pense que petit à petit, d'abord la technologie a évolué. Beaucoup de gens écoutent au casque. Alors là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a énormément de casques qui, au départ, sont des casques qui ont été développés par beaucoup d'artistes, même pas d'artistes, mais par rapport au hip-hop et au rap, qui ont en fait sont des musiques avec énormément de graves. Donc c'est beaucoup de casques sont des casques qui en fait favorisent énormément les graves et donc déforment les musiques qui n'ont pas été produites dans cette direction-là et qui sont... D'ailleurs, c'est intéressant de voir que des 15 ou 20 dernières années, on écoute la musique de manière générale avec beaucoup plus de graves qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc, il y a effectivement la technologie qui déforme, ou en fait qui transforme plutôt, la manière dont on écoute et on reçoit la musique. Et effectivement, on est passé par un énorme creux qui était le MP3, qui a été qui vient d'ailleurs de l'histoire du CD, c'est-à-dire que l'industrie s'est dit a vendu au monde une escroquerie qui était le fait de dire le CD est meilleur que le vinyle et ce produit-là va vous permettre d'écouter la musique à vie.
parce que c'est inusable et bien meilleur. Et on sait très bien que les premiers CD, 5 ans après, ne pouvaient plus être lus par les nouveaux appareils, et que les premiers CD qui ont été faits étaient extrêmement bien inférieurs au vinyle. Ceci étant, je pense qu'il y a comme tout des cycles, et qu'on est en train, justement, on a parlé là aujourd'hui justement de la manière dont les gens peuvent écouter la musique en son immersif, etc. Je pense qu'il y a une transformation qui vient d'ailleurs paradoxalement du cinéma. C'est-à-dire que les gens qui vont au cinéma écoutent le son d'une manière différente, dans les concerts, dans les festivals aussi. Et donc, il y a un décalage qui est en train de se faire, qui fait que je pense qu'il y a maintenant, chez les plus jeunes, une volonté d'écouter, me semble-t-il, la musique dans d'autres conditions. Avec aussi le souci de la compression de MP3 et le fait qu'au départ, à l'origine, le son était franchement pas très bon, mais qu'on va vers un peu plus de qualité quand même. C'est aussi ce que vous nous dites. Exactement. Mais je pense que ça venait aussi du fait qu'au départ, la démocratisation des plateformes et du son des téléchargements passait par une compression optimale pour pouvoir parce que techniquement, on ne pouvait pas avoir une meilleure qualité. Donc, il y a une génération qui a été un peu brûlée au MP3, si je peux dire. Mais je pense qu'on va vers le mieux. On va vers le mieux. Ouais. Il y avait une autre question encore devant, là, juste devant. Oui, bonsoir. C'est par rapport à DI&I. Moi, j'ai été dedans subjugué, incroyable au niveau visuel. Mais il m'a manqué... Enfin, je me suis dit, à un moment donné, ils vont me donner un casque, sachant que vous aviez participé. Et il m'a manqué l'immersion sonore auditive. J'entendais mes voisins parler. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui était voulu, que vous aviez... comment vous avez travaillé ça avec l'autre artiste, qu'il n'y ait pas un aspect sonore plus immersif. Alors, merci de poser cette question, parce que je ne suis pas habitué à utiliser la langue de bois. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, moi, aujourd'hui, je suis extrêmement content de présenter cette œuvre ici au GIF, mais je pense qu'effectivement, il faudrait absolument pouvoir l'écouter dans des conditions qui sont les conditions du mixage, les conditions dans lesquelles j'ai fait cette création sur le plan musical, et qui pour l'instant, avec simplement l'écoute des casques de VR, n'est absolument pas représentatif du travail que j'ai fait. Donc merci de le dire et de le faire savoir. Ça n'empêche pas le fait qu'il faut voir cette œuvre qui est intéressante, mais indépendamment de ça, je pense que c'est vrai qu'il y a une question qu'il faut se poser dans la VR de manière générale, c'est que c'est assez... moi, aujourd'hui, j'ai pris la présidence de la commission au CNC, le Centre national du cinéma, à Paris, en France, de toutes les modes d'expression immersifs. Et je suis extrêmement étonné de voir... contribue au financement du cinéma, et donc va aussi contribuer au financement du cinéma immersif, et des modes d'expression immersifs. Exactement. Et donc, je suis étonné de voir à quel point les créateurs... Et je ne dis pas du tout ça pour mon compère Cynthia Wang, qui n'y est pour rien, mais à quel point le monde de la VR est obsédé par l'image et finalement fait passer le son au second plan, alors qu'en fait, comme je le disais, l'être humain est d'abord sensible à l'immersion par l'ouïe. Avant la vue et avant le regard. Et donc, effectivement, il y a une marge de progression, et heureusement, parce que je peux vous dire que on va le corriger très rapidement. Mais merci d'avoir posé la question, ça m'a permis de pouvoir réagir, parce que j'ai découvert moi-même cet après-midi les conditions d'écoute, et j'ai eu la même réaction que vous. Merci, je crois qu'on va devoir s'arrêter ici parce que le temps passe. Merci beaucoup d'avoir participé à cette masterclass. Merci d'être venu. Merci Jean-Michel Jarre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est toujours un plaisir d'être à Genève.